Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. La personnalité que nous recevons cette semaine est nantaise, mais a fait du Finistère son point d'ancrage. Élue pour la première fois en 2008, elle fait partie des 10 femmes en France qui dirigent aujourd'hui un département. Elle se dit une socialiste un peu réformiste, un peu féministe et un peu écologiste. Nathalie Sarah-Bezold, la présidente du conseil départemental du Finistère, va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant cela, regardons son portrait chinois. Voilà pour votre portrait chinois, Nathalie Sarah-Bezold. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur France 3 Bretagne, élue pour la première fois en 2008 dans le canton de Guipava, longtemps classé à droite. Ascension fulgurante, puisque vous êtes aujourd'hui à la tête du département, après seulement 10 ans de carrière politique, on va dire. Vous dites dans le portrait chinois, mon principal défaut, c'est d'être réservé. Est-ce que c'est compatible aujourd'hui avec votre poste? Vous êtes à la tête d'un exécutif, à la tête d'une administration, d'une collectivité. Comment s'illustre votre autorité aujourd'hui si vous êtes réservé? Alors, je pense déjà qu'autorité ne veut pas dire autoritaire. Dans les qualités, j'ai mis que c'était jouer collectif, une principale qualité. Donc, je pense qu'il faut, quand on est à la tête d'un département comme cela, évidemment, fixer le cap, garder le cap, construire collectivement et puis ensuite porter la décision collective. Et c'est ce que je fais. Vous tranchez, vous arbitrez quand même. C'est ça, mais en consultant. Et une fois que la décision est prise, en revanche, réservé ne veut pas dire qu'on ne peut pas être déterminé et affirmer ses choix. Alors, le changement de scrutin a permis d'avoir une assemblée paritaire, on va dire, autant de conseillers départementaux femmes que de conseillers départementaux hommes. Est-ce que ça change vraiment quelque chose aujourd'hui, la parité, dans l'ambiance, dans le climat, dans la façon de mener les débats au sein de votre assemblée? Alors, dans le département du Finistère, pas forcément. Il y avait déjà des femmes, l'exécutif était paritaire. Mais évidemment, il est absolument normal, je trouve, qu'il y ait autant d'élus femmes que d'élus d'hommes. Élus hommes, il y a 52% de Bretons. Par rapport à ce que vous avez connu en 2008, est-ce que ça change vraiment le climat, l'ambiance, la manière de mener les débats, les échanges? Ça, je ne crois pas qu'il y ait une différence entre, forcément, toujours entre les femmes et les hommes. Il y a des personnalités de femmes et des personnalités d'hommes. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il est vraiment normal que les femmes qui représentent plus de la moitié de la population soient représentées et puissent porter leur voix. Il reste encore des efforts à faire, mais c'est déjà un début. Je voudrais vous montrer une photo. On va la voir apparaître. Ce sont les 4 candidats qui se disputaient le poste de premier secrétaire du Parti socialiste, votre parti. 4 hommes, aucune femme. Est-ce que c'est normal qu'un parti qui a envoyé une femme en 2007 à l'élection présidentielle, qui a nommé une femme première secrétaire du PS 2 ans plus tard, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'il n'y ait aucune femme candidate à cette primaire? Bien évidemment non, je ne peux pas vous dire le contraire. Le PS devient machiste? Le PS ne devient pas machiste. Simplement, c'est un peu l'histoire qui fait qu'il y a moins de femmes à tous les niveaux et c'est parfois difficile d'avoir, pour des femmes, d'émerger là. Ce qui est important, c'est que nous portions ce projet de mettre en place le plus de femmes possible et de les faire émerger pour qu'elles puissent porter, pas la voix des femmes, mais une voix de plus dans la diversité des opinions. Alors, les militants socialistes étaient appelés cette semaine à choisir pour un premier tour le nouveau premier secrétaire du PS. Ils ont nettement tranché. Jeudi dernier, on va regarder les résultats. C'est Olivier Faure qui arrive largement en tête, qui frôle les 50%. Stéphane Le Foll, qui était le favori, se retrouvait finaliste, mais a décidé de jeter l'éponge. Ça tombe bien, Olivier Le Foll, c'est votre candidat.
Oui. Pourquoi Olivier Lefort, pourquoi ce choix? Parce qu'il nous proposait en termes de projet me semblait en cohérence avec ce que je voulais construire et ce que nous voulions construire. Les mauvaises langues disent qu'il incarne la synthèse molle. Oh, toujours des mauvaises langues. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il proposait de se rassembler, de travailler ensemble et de définir ensemble ce que pourra être la ligne du Parti socialiste. Il veut donner plus de place au territoire, aux fédérations. Le PS était trop centré sur le national, on va dire, sur Paris. Oh, il n'y a pas que le PS. En général, on voit que tout est beaucoup centré sur Paris. Je pense que c'était un élément dans ses propositions qui pouvait permettre de rendre plus audible, plus viable, plus divers le Parti socialiste. C'est quoi aujourd'hui la priorité pour vous? C'est ramener des militants? Le PS en a beaucoup perdu. Ou alors d'abord donner une image de crédibilité au PS qui redevienne ce parti de gouvernement qu'il a incarné pendant de longues années? Je pense que l'un découlera de l'autre. Et donc, il faut que le Parti socialiste se redéfinisse une ligne, réfléchisse sur les nouveaux enjeux. On a peut-être eu tendance un petit peu trop à faire déléguer la réflexion. Il faut que les militants et les militantes se retrouvent, déterminer ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Et c'est à partir de cela que nous pourrons opérer un rassemblement avec les autres. Alors, le Parti socialiste qui a un militant en moins, puisque Jean-Yves Le Drian a annoncé il y a quelques jours qu'il quittait le Parti socialiste. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, c'est l'homme des victoires à gauche en Bretagne. C'est l'homme qui a incarné la gauche pragmatique, la gauche au pouvoir. Avant de vous demander votre sentiment, je voudrais qu'on en écoute deux réactions suite à ce départ. Deux générations de socialistes qui s'expriment. D'un côté, Bernard Poignant, ancien maire de Quimper, ancien conseiller de François Hollande. Et l'autre réaction, c'est celle d'un jeune militant socialiste. On les écoute. Pour moi, il aurait dû, non pas quitter le Parti socialiste, mais il aurait dû être limogé du Parti socialiste. Il a fait campagne pour un autre candidat. Il a apporté son soutien à un candidat de droite. À partir de ce moment-là, il ne devait plus faire partie du Parti socialiste et la direction nationale aurait dû lui retirer sa carte. Je ne suis pas surpris, mais je me dis toujours, bon sang, le Parti socialiste, par Jean-Yves Le Drian, aurait pu essayer de bâtir un lien avec le mouvement En Marche. Il le faudra bien à un moment donné, je le crois. Alors, réaction, c'est dommage ce départ de Jean-Yves Le Drian. C'est normal, c'est logique pour vous? Alors, dans sa logique, certainement. En tout cas, ce n'est pas une surprise. Par ses choix directs ou indirects, on percevait quand même ce que pourrait être sa décision. Moi, j'ai apprécié de travailler avec Jean-Yves Le Drian, président du Conseil régional. C'est quelqu'un avec qui on a construit beaucoup à gauche et en Bretagne. Et je continue ce travail avec Loïc Chenet-Girard maintenant. Alors, c'est intéressant ce que dit Bernard Poignant, parce qu'il dit qu'il aurait pu être un pont entre le PS et La République En Marche, parce que va se poser la question des alliances aussi au prochain scrutin. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à une alliance, un rapprochement pour les futures échéances électorales locales avec LREM? Je pense qu'on peut se rapprocher ou se séparer sur la base de projets. Ce que j'observe de ce qui est proposé pour l'instant par Emmanuel Macron, qui incarne le mouvement En Marche, c'est que ce n'est pas compatible avec ce que j'entends du Parti socialiste et ma façon de voir les choses. Maintenant, c'est sur la base de projets. Donc, une fois que le Parti socialiste aura défini son projet, que pour de prochaines élections, d'autres auront défini le leur, on verra à quel moment. Mais il y a des socialistes et des Républicains En Marche qui cohabitent ensemble au sein de la majorité régionale. Comment vous voyez ça, vous? Parce qu'ils sont rassemblés autour du projet régional. Tant que la majorité se retrouve autour d'un projet, il n'y a pas le sujet. Tant que la majorité se retrouve, travaille ensemble, fait des propositions et les vote, c'est ce qui est important. Alors, on va parler à présent du Finistère, de votre département, de votre collectivité. Comme toutes les collectivités en France, elle doit faire face à un environnement budgétaire assez contraint. On va regarder quelques chiffres. Votre budget pour 2018 va s'élever à peu près à 971 millions d'euros, 760 millions d'euros alloués aux dépenses de fonctionnement, beaucoup moins pour les dépenses d'investissement. 0% d'augmentation d'impôts, il faut noter, et 17 millions d'euros d'économies réalisées en 2017. Quand je vois ces chiffres, là, les économies et 0 euros d'augmentation d'impôts, on se dit que le contrat que vous propose aujourd'hui le gouvernement est faisable. C'est-à-dire serrer un peu la ceinture et indexer les aides de l'État aux efforts d'économie. Alors, il y a une chose qui fait qu'il n'est pas vraiment faisable, c'est que parmi les dépenses, et vous voyez ici les dépenses de fonctionnement, il y a des dépenses que nous versons pour le compte de l'État. Ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, le RSA. Et ne serait-ce que pour l'année dernière, nous constatons 100 millions, un peu plus de 100 millions de dettes de l'État par rapport à ces montants-là.
Donc, à un moment où on ne voit pas, contrairement à ce qu'on nous dit, baisser le RSA, mais au contraire, à un moment où les demandes pour les personnes âgées augmentent, il paraît compliqué de baisser les dépenses. Ou alors, c'est qu'on n'a plus le même niveau de service public et il faut le prévoir. Moi, ce n'était pas le projet que j'ai porté. Donc, alors, vous faites des économies, pas assez. Selon votre opposition départementale, c'est le centre de la question que vous pose aujourd'hui Alain Legrand, conseiller départemental pour l'Alliance du Finistère. On va lire la question qui pique de la semaine. Voilà ce qu'il dit. Tous les ans, les budgets d'investissement baissent au détriment de nos routes et de nos collèges. Pourtant, des millions d'euros d'économies sont possibles, par exemple en augmentant la durée de travail pour les agents du département ou en luttant plus efficacement contre l'absentéisme. Qu'en pensez-vous ? Parce que je précise que les agents du département du Finistère sont en dessous des 35 heures. Alors, ils sont et qu'il y a 25 jours par an et par agent d'absentéisme, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Alors, vous n'avez pas tout à fait les bons chiffres. On n'est pas du tout au-dessus de la moyenne nationale. On est plutôt un peu en dessous, ce qui reste un absent. 1576 heures par an de travail pour les agents du Finistère. Les 35 heures, c'est 1607 heures. Voilà. Ouais. Alors, je voudrais d'abord préciser que ce temps de travail est légal. Donc, ça n'est pas remis en cause. Il y a des économies à faire, là. Alors, qui est chiffré à 3 millions d'euros par votre opposition. Ça, c'est du chiffrage budgétaire. C'est-à-dire, on peut prendre des temps agents, dire qu'on peut mettre 10% d'agents à tel endroit, 15% à tel endroit. Dans la réalité des faits, quand on est face à des gens qui sont présents sur le territoire, on parle des agents, par exemple, des centres départementaux d'action sociale qui s'occupent des enfants, des personnes âgées. On ne va pas leur mettre des petits bouts de pourcentage de postes. Donc, il nous faut réfléchir plus globalement. Moi, j'ai engagé la collectivité dans la recherche des 1607 heures, parce qu'on voit bien que de toute façon, ça va arriver, il faut qu'on y travaille. Donc, je travaille en ce moment avec les agents à voir comment nous y allons. Mais encore une fois, c'est un temps de travail qui est légal, qui avait été négocié à une époque où les agents avaient, en contrepartie, donné des moyens. Donc voilà, à un moment, on a fait un accord. On ne peut pas sortir de cet accord sans rediscuter. Un mot sur l'autre grand dossier qui occupe le Finistère, c'est le fameux objectif de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris en train. Alors, 2 rapports ont mis le feu aux poudres. Le rapport Duron, qui renvoie à 2038 cet objectif, et le rapport Spinetta qui remet en cause le développement des lignes TGV et l'existence des lignes secondaires. Votre réaction, c'est cette photo que l'on voit, union sacrée entre tous les couleurs politiques de l'Assemblée départementale. Vous êtes monté à Paris justement pour interpeller l'État et les pouvoirs publics. Que vous dit aujourd'hui le gouvernement ? Est-ce qu'il vous a entendu ? Est-ce que l'objectif de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris est encore réaliste ? Alors, nous avons été entendus globalement, le Finistère et d'autres, puisque le rapport Duron a été mis de côté pour le Grand Ouest, que la ministre a dit que nous allons travailler sur la base du pacte d'accessibilité proposé par la région Bretagne, qui prévoit donc cet objectif des 3 heures Paris-Brest et Paris-Quimper. Donc nous avançons progressivement. Pour l'instant, ça va dans le bon sens. Et est-ce qu'il ne faut pas aller dans le rapport de force et par exemple de refuser de signer le contrat de plan État-région s'il n'inclut pas cet objectif de Brest et Quimper à 3 heures de Paris? C'est votre opposition qui demande ça à Loïc Chéné-Gérard, le patron de la région. Alors moi, je pense qu'il faut doser sa force et doser son effort. À un moment où on avance correctement dans le bon sens, je pense qu'il faut plutôt accompagner la force. Si à un moment, on voit que ça bloque, à ce moment-là, nous redonnerons de la voix et nous remettrons un petit peu de force. Il ne faut pas s'épuiser dès le début. Alors, on va entamer la deuxième partie de notre émission, la suite de notre émission consacrée au débat de l'émission. Voici notre séquence face aux Bretons. Et dans quelques instants, Gilles Penel, conseiller régional Front National, viendra vous porter la contradiction sur une question qui concerne directement votre collectivité. Accueil des mineurs isolés, stop ou encore. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage tourné récemment par une de nos équipes de France 3 Héroise. Elle s'est rendue dans la maison des mineurs à Brest, une bâtisse de cheminots réquisitionnée par le collectif Zéro Personne à la rue. Ici, depuis novembre, sont prises en charge et accompagnées une dizaine de jeunes venus de Guinée, du Togo ou bien encore de la Côte d'Ivoire. Regardez. L'odeur de café accueille le visiteur qui pousse la porte de la maison. Dans la cuisine, chacun s'affaire à tour de rôle. On discute sport, musique. Une dizaine de migrants, tous mineurs isolés, vit ici depuis novembre, dans cette maison réquisitionnée par l'association Zéro Personne à la rue. Il y a des personnes bénévoles extérieures qui vont venir pour dispenser des cours de français aux jeunes. On s'organise pour défendre ses droits. Tous les mineurs qui sont présents ici sont actuellement en recours juridique pour faire valoir leurs droits.
Donc il s'agit des fois de préparer des dossiers pour l'avocat, et des dossiers pour essayer d'avoir accès à l'école, parce qu'il faut savoir que les jeunes n'ont pas accès à l'école. L'école, voilà ce que Mustapha espérait trouver sur son chemin en arrivant à Brest. Mais son histoire ne s'écrit pas aussi simplement. Il se heurte aujourd'hui à l'administration française, qui le déboute de son statut de mineur. Selon elle, il n'a pas 16 ans. J'ai expliqué ma situation et tout, et donné le peu de documents que j'avais. Bon, ils m'ont dit que ils ont fait l'analyse que ma compilance, je ne suis pas mineur. Mais si c'est sur la compilance qu'on se base que quelqu'un est mineur, moi franchement, ça me dépasse. Ce sont des jeunes qui ont leurs papiers qui sont vérifiés, leurs papiers d'identité qui sont vrais, des actes de naissance. Le procureur va demander du coup une évaluation en test osseux. Le Conseil de l'ordre des médecins en France ne reconnaît pas ces tests et incite les médecins à ne pas le pratiquer. Sans le statut de mineur, ces jeunes migrants ne peuvent accéder au dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Ils se retrouvent privés de tout et à la rue. Cette maison est leur planche de salut. Il y a des jours où je fais des ateliers et je m'en vais au sport. Parfois, je m'en vais chercher de quoi manger dans les restos. Dans la maison des mineurs, on tente de recréer la vie d'un foyer où chacun peut se poser et se reposer. Merci Gilles Penel d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Je voudrais avoir une réaction par rapport à ce reportage. Cette maison des mineurs réquisitionnée par un collectif, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'est pas là face à une carence des pouvoirs publics, Gilles Penel? Non, ce reportage est très éclairant. Il nous montre qu'il s'agit bien de faux mineurs, ce sont des majeurs, mais par contre ce sont des vrais immigrés clandestins qui sont rentrés en fraude sur notre territoire grâce à des filières mafieuses qui ont compris qu'il suffisait aujourd'hui de se déclarer auprès du conseil départemental mineur pour être, premièrement, quasiment régularisé, avoir des papiers et bénéficier d'avantages dont ne bénéficient plus les Français. C'est un scandale, c'est une filière mafieuse. Et moi, je condamne que le fait que certains élus, dont dans le Finistère d'ailleurs, eh bien, finalement valident ce que font ces filières mafieuses. Alors, Nathalie Sarabezol, est-ce que vous validez ce que font ces filières mafieuses? Alors, monsieur, je vais réagir. Je pense que M. Penel, évidemment, connaît bien ces éléments de langage, mais pas du tout la réalité de terrain. En tant qu'élu local et en tant que président de département, je vois plutôt de ce dont il s'agit. Là, on est sur des jeunes qui forment un recours. C'est vrai que sur cette partie de recours, il y a certainement des choses à améliorer, puisque le département prend en charge les mineurs lorsqu'ils ont un jugement d'assistance éducative qui est rendu par un juge. Donc, quand les recours courent, il y a cette période un petit peu d'incertitude. Est-ce que la situation est aujourd'hui très tendue? On va rappeler juste quelques chiffres. 25 mineurs isolés recensés en France pour l'instant. Il y a seulement quelques années, ils étaient seulement quelques dizaines répartis dans les 4 départements bretons. Ils sont aujourd'hui 1300 selon les derniers chiffres. Un chiffre donc qui augmente de semaine en semaine. Dans le Finistère, en 2012, 12 mineurs non accompagnés. En 2017, ils étaient 431. On annonce 150 mineurs de plus à venir dans le département. La situation est très tendue aujourd'hui. Les chiffres ne sont pas tout à fait ceux-là. En 2017, on a reçu à peu près 400 mineurs, mais il y a 311 qui sont partis. Donc, ce n'est pas non plus des mineurs qui arrivent et qui restent tous là. Il y en a qui deviennent majeurs, il y en a qui ne sont pas reconnus mineurs. Mais là, ce dont on discute, c'est des conventions internationales des droits de l'enfant. Ce sont des missions du conseil départemental. Nous ne souhaitons pas trier les enfants. Ce sont des enfants qui nous sont confiés. Nous sommes dans des traités internationaux qui engagent énormément de pays. Et il est important pour nous de veiller sur ces jeunes et de veiller à respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Si Gilles Penel était à la tête d'un département, qu'est-ce qu'il ferait face à cette situation? Eh bien, si Gilles Penel était à la tête d'un département, il n'accueillerait pas ces faux mineurs isolés étrangers. Je voudrais simplement vous dire une chose. Il y a eu un rapport sénatorial en juin 2017 sur ce sujet des mineurs isolés étrangers. Et il y avait d'ailleurs un sénateur socialiste comme rapporteur. Ils disent que les 2/3 de ceux qui se prétendent mineurs isolés étrangers sont en fin de compte des majeurs. C'est une véritable fraude, mais le drame, c'est que cette fraude coûte une fortune aux contribuables. Environ 18 millions d'euros rien qu'aux contribuables du département du Finistère. Le rapport sénatorial nous dit qu'en 2016, écoutez bien ces chiffres parce qu'ils sont incroyables, en 2016, pour l'ensemble de la France, c'était 1 milliard d'euros. En 2017, 2 milliards d'euros. Nous sommes face à un véritable scandale financier. N'est pas d'accord sur l'ampleur de ce coût financier. Il n'y a aucune réalité dans ces chiffres. Mais si.
La protection de l'enfance. Un rapport sénatorial. Oui, mais je parle du Finistère, parce que ce sont les éléments que je connais le mieux. Mais ça illustre à peu près ce qui se passe dans les autres départements. J'en échange très régulièrement avec mes collègues présidents de département. Dans le Finistère, il y a 100 millions d'euros par an qui sont consacrés à la protection de l'enfance. Là-dessus, il y a un pourcentage, mais très faible, 5 millions, qui sont consacrés à cette partie de la protection de l'enfance qui concerne les mineurs. Et les mineurs qui ne sont pas... Alors je vote un budget tous les ans. Si vous regardez les chiffres... Regardez la presse. La presse régionale ne dit pas ça. Alors, c'est pas la presse régionale ne dit pas ça. C'est la presse qui fait mon budget. Sur ce coût financier, l'État a choisi de répondre à l'appel au SOS lancé par de nombreux présidents de conseils départementaux. On va réécouter justement les annonces faites par le Premier ministre Édouard Philippe. C'était en octobre dernier à l'occasion de l'Assemblée des départements de France. On l'écoute. Pour sa part, conformément aux engagements du Président de la République, l'État assumera l'évaluation et l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineurs entrants dans le dispositif jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée. Cet accueil d'urgence et cette capacité à dire si oui ou non nous sommes en face de mineurs ou de majeurs doit relever de la responsabilité de l'État. Alors Gilles Pénel, l'État reprend en main ce dossier, c'est une bonne chose ? Non, c'est pas une bonne chose parce que ce que nous propose M. Édouard Philippe, c'est que finalement ce soit les contribuables nationaux, français, qui prennent en charge ce scandale. Nous disons clairement que ce soit le contribuable du Finistère ou d'Ille-et-Vilaine ou le contribuable au niveau national, c'est le même contribuable. Nous demandons une chose extrêmement simple. La plupart de ces gens doivent être expulsés. Ils sont rentrés clandestinement en France. Ils n'ont pas à toucher des avantages sociaux supérieurs à des millions de Français. Je pense par exemple à nos éleveurs bretons qui gagnent 3 fois moins, 4 fois moins, 5 fois moins que ces immigrés clandestins que l'on gave tous les jours sur le dos des contribuables. Nathalie Sarrazabosol, l'État fait des promesses. Est-ce que vous en voyez déjà la couleur là ? C'était en octobre dernier. Je ne préfère pas rebondir là-dessus sur tous ces concrètement, est-ce que l'État... Alors nous sommes en discussion avec l'État puisque clairement ce que nous souhaitons aussi c'est que ces jeunes soient traités de la même façon sur l'ensemble du territoire national, qu'on puisse avoir des critères communs et qu'on puisse avancer au mieux. Justement, les tests osseux aujourd'hui sont fiables ? Alors, les départements ne font pas de tests osseux. C'est vrai qu'ils figurent dans la circulaire Taubira. Ils sont éventuellement, je le sais, pourquoi dans certains endroits... Pourquoi on ne les fait pas systématiquement ? Parce qu'ils ne sont pas fiables. En fait, ils ne sont pas fiables. Et à en fait, mineur, majeur, c'est 18 ans. Donc, voir évidemment quelqu'un de 40 ans et quelqu'un de 15 ans, il n'y en a pas besoin de tests osseux. C'est qui estime que les tests osseux ne sont pas fiables. Oui, mais ce n'est pas le problème de la fiabilité des tests, parce qu'on s'aperçoit que, c'est un moyen de savoir si un enfant est mineur ou majeur. Prenons un exemple en Ille-et-Vilaine que je connais un peu mieux. Les mineurs isolés étrangers, entre parenthèses mineurs, sont source d'une énorme insécurité, à Rennes par exemple. Eh bien le procureur, lorsqu'il arrive à arrêter, enfin quand certains d'entre eux sont arrêtés 40 fois, 50 fois, demande des tests osseux. Et on s'aperçoit que la plupart d'entre eux ont 40 ans, 45 ans. Là, il n'y a pas de doute, c'est bien des faux mineurs isolés étrangers. Alors, toujours dans l'exagération, mais le rapport du Sénat, si vous l'avez jusqu'au bout, il dit justement que la délinquance n'est pas à relier à cette question-là et n'est pas représentative de cela. Un mot sur la loi Coulon, qui a été présentée en février dernier, qui présente la nouvelle politique migratoire de la France. L'esprit général, selon le ministre de l'Intérieur, allier humanité et fermeté. On va voir là, on a un peu résumé les principales mesures. On va les laisser un peu à l'écran pour que les téléspectateurs puissent les lire. C'est un projet de loi équilibré, selon vous ? Alors, ça partait, quand l'annonce a été faite, c'était pour réduire les temps d'instruction, pour améliorer les choses. Je pense que c'était une bonne chose, mais je trouve que la proposition n'est pas équilibrée dans la mesure où, par exemple, on augmente la durée de rétention administrative, ce qui, je pense, inutilement créer des difficultés pour les personnes qui font les demandes. La rétention passerait de 45 à 90 jours. Il faudrait mieux augmenter la rapidité d'instruction des dossiers. Votre réaction, Gilles Pénel, à cette phrase du ministre de l'Intérieur, justement, il existe un risque de prendre en charge des personnes que l'on ne saura pas accueillir et elles finiront leur vie marginalisées dans des quartiers à grande difficulté. On est loin de l'angélisme des gouvernements de gauche d'il y a quelques années, non ? C'est malheureusement des paroles. Parce que dans la réalité, ce gouvernement continue la politique laxiste dans le domaine de l'immigration. Je vais prendre un exemple. La politique de lutte contre les clandestins. Eh bien, ce gouvernement réduit de 300 millions d'euros par an le budget consacré à la lutte contre les clandestins. En fin de compte, l'immigration va continuer de progresser. Les Français n'en peuvent plus. D'après l'agence Frontex, l'immigration illégale a baissé de 60% en 2017. Mais arrêtez, regardez, dans le Finistère, vous avez dit vous-même, 12 mineurs isolés étrangers il y a quelques années, plus de 500 aujourd'hui. Mais il suffit d'interroger les Français. Les Français
répondent qu'ils ne veulent plus d'immigration. Il faut mettre fin à cette immigration et mettre fin à la préférence étrangère qu'on a instituée en France. Est-ce qu'il faut assouplir cette loi, Coulon, et de quelle manière? Moi, je pense qu'il faut accueillir dignement et de bonne façon les réfugiés, les personnes qui arrivent dans le pays. On en échange au niveau européen, au niveau international. Juste pour donner quelques chiffres. Mais on sent que certains pays européens ont aussi changé un peu leur politique. L'Allemagne, qui a accueilli longtemps pendant ces 3 dernières années, aujourd'hui, elle continue à accueillir a débuté en 3 ans 500 000 personnes qui cherchaient à venir en France. Voilà. Oui, mais elle accueille quand même beaucoup plus que la France. Il y a 90 000, en 2017, il y a 90 000 demandes d'asile qui ont été déposées. À l'échelle d'un pays de 60 millions de personnes, je pense qu'il faut très nettement relativiser et ne surtout pas partir dans ces théories de la peur qui sont diffusées. La conclusion de Gilles Pénel, rapidement. Je vois que socialiste rime toujours avec immigrationniste. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gilles Pénel d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous, Nathalie Sarrebezol, puisqu'on arrive à la conclusion de l'émission avec notre séquence Et demain. La séquence est demain illustrée comme chaque semaine par le crayon de Loïc Schwartz. Loïc, Nathalie Sarrebezol, qui a imaginé votre reconversion si jamais la politique s'arrêtait. On va voir le dessin apparaître, un clin d'œil à votre première partie de vie professionnelle, puisque vous avez, je crois, travaillé dans l'édition. C'est cela. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de plausible? C'est un scénario que vous avez envisagé? Est-ce que pour vous, vous vous êtes fixé une date butoir dans votre parcours politique? Non, jamais de date butoire. En revanche, je trouve qu'il est important et sain de se dire que c'est un moment dans la vie et qu'on a plein d'autres choses à faire. Donc si j'arrête d'être élue, je continuerai de toute façon à être militante, quel que soit l'endroit d'où je le fais. Vous vous nourrissez dans la vie politique aujourd'hui? Parce qu'on voit des jeunes femmes comme Najat Vallaud-Belkacem à gauche, Nathalie Kosciusko-Morizet à droite, qui ont décidé de tirer un trait, d'aller voir un peu ce qui se passait dans la société civile pour se ressourcer, disent-elles. Alors, j'en arrive depuis très peu de temps de la société civile. Je n'ai pas l'impression de l'avoir vraiment quittée et je pense que j'y suis encore et j'y serai toujours. C'est un temps dans la vie. Donc, Nathalie Sarrebezol, candidate à sa réélection pour les prochaines élections départementales? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bon retour dans le Finistère. Dimanche au politique, c'est aussi une émission à revoir sur notre replay, sur notre site bretagne.france3.fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Bon week-end à tous.